Salut, bienvenue à vous. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver dans School TV, le MAG. Aujourd'hui, dans l'école du monde, on pose nos valises en Chine. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. L'éducation, c'est le socle de la société chinoise. Une pression énorme pour les enfants, un investissement financier également pour les parents. En toile de fond, vous le savez, la culture de l'excellence. Y a-t-il des similitudes, oui ou non, avec le système français? Irina Capron vous dit tout. Dans un instant, les écoles de Shanghai arrivent immanquablement en tête des tests scolaires internationaux. Quel est donc le secret des petits génies de l'éducation chinoise? Entre discipline, professeurs attentionnés et patriotisme, on se posera là aussi la question. Et puis des résultats exceptionnels au prix d'une cadence parfois folle. Les autorités chinoises ont voté une nouvelle loi pour limiter notamment la charge des devoirs et de l'extrascolaire. Une pression de plus pour les parents, vous le verrez. Enfin, d'émission. Nos invités, je vous les présente. Siuli. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante à l'Université de Lille et à ENS Paris, chargée de cours à Sorbonne Université et ancienne élève en Chine. Je crois que vous étiez du côté de Pékin. Et puis on est en ligne avec Manon Laurent. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doctorante à l'Université de Paris et l'Université de Concordia qui se trouve du côté de Montréal. C'est parti pour la loupe. Irina Capron, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le système éducatif chinois ressemble à celui de la France ou pas? Alors, sur la forme, ça y ressemble beaucoup, surtout sur le découpage scolaire. Par exemple, l'enfant, de 0 à 3 ans peut aller en crèche, de 3 à 6 ans en école maternelle. L'école est obligatoire, en fait, de 6 à 15 ans. Donc, quand on a 6 ans, on va en école primaire jusqu'à 12 ans. Donc, une année supplémentaire par rapport à la France. En France, c'est un professeur pour une classe qui apprend le français, les mathématiques, toutes les matières. En Chine, la classe aura plusieurs professeurs pour chaque matière, un peu comme le collège et le lycée en France. Donc à 12 ans, on rentre au collège, ça dure 3 ans, donc une année de moins par rapport à la France. Et les classes sont composées environ de 45 élèves, ce qui est énorme. Par rapport aux matières, c'est à peu près les mêmes qu'en France. À la fin, il y a également un brevet chinois. Et plus tu as une bonne note au brevet, plus tu as de chances d'aller dans un très bon lycée. Et en parlant du lycée, c'est 3 années. Les classes, elles, sont composées de 55 élèves. Ils apprennent pendant 2 ans et la 3e année est plutôt réservée aux exercices pour le bac. Au niveau du cursus, si je comprends bien, c'est à peu près similaire, mais qu'est-ce qui change alors? Alors, le système éducatif chinois prône 3 valeurs essentielles, la rigueur, le patriotisme et la sélectivité. Dans toutes les écoles primaires en Chine, les élèves assistent à la cérémonie de levée du drapeau national tous les lundis matins. Les élèves doivent porter l'uniforme et chantent l'hymne national en chœur. Et je peux également parler du Gaokao, donc c'est l'équivalent du bac en Chine. Il joue un rôle très important pour les adolescents, puisque les admissions à l'université suivent une sélection en fonction de l'ordre de classement obtenu à l'examen. C'est un examen qui comprend 3 épreuves, le chinois, les mathématiques et l'anglais, et ça se déroule généralement autour du 7, 8 et 9 juin de chaque année. Il y a des pauses entre les cours? Oui, mais ce n'est pas pareil, encore une fois. Les récréations existent, mais ce n'est pas pareil qu'en France. Les élèves doivent faire des exercices physiques tous ensemble. Ah d'accord, donc il n'y a jamais de temps mort. Voilà, c'est ça. Donc pendant 20 minutes, ils doivent faire de la gym, de la course, de la danse, peu importe. Apparemment, ça aiderait à éliminer la fatigue et à améliorer l'efficacité des études. Et il y a aussi une autre pause vers 11h et 15h30. Et cette pause est plus consacrée à la relaxation. Pendant 15 minutes, les élèves vont faire de la gymnastique des yeux ou encore se masser le cou pour détendre les muscles. Vous restez avec nous, bien sûr, Irina. On parlera tout à l'heure des élèves à Shanghai. Sont-ils les meilleurs élèves du monde, oui ou non? La réponse dans un instant. C'est parti pour l'expression orale. Alors, Siuli, je rappelle que vous êtes doctorante à l'Université de Lille et à ENS Paris, chargée de cours à Sorbonne Université et ancienne élève du côté de Pékin en Chine. On a l'impression que l'école est véritablement le socle, le pilier de la société chinoise. Cette course à l'excellence, elle commence très tôt, dès le jardin d'enfants? Vous voulez dire l'école qui transmet une unité de la nation? Et cette pression, tout à fait, toute cette philosophie. Ça commence au berceau au final. Je pense que maintenant, oui, et surtout de plus en plus tôt, parce que maintenant les gens ont peur de rater le début de cette compétition. Et il y a aussi un autre élément qui est que la crèche et l'école maternelle, avant l'école primaire, c'est privé. Et du coup, en fait, pour plein de parents, la compétition commence à partir de ce moment-là pour préparer le premier concours qui est en fait en fin du collège pour entrer dans le lycée. Donc, c'est un concours au niveau municipal et donc ça décide... Excusez-moi, attends, je vous arrête. Oui. La compétition, elle commence à la crèche?
Oui, pour préparer le premier concours et après pour le J'étais pas concours prêt, le là, plus d'accord. important. Et donc, tous les investissements, surtout économiques, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire si on met les enfants dans une bonne crèche, leur en bilingue et avec les activités qui permettent de développer les compétences cognitives et tout, et ça peut coûter très très cher. Et du coup, c'est la première étape pour pouvoir placer l'enfant dans une bonne école primaire qui est en lien avec un bon collège. En fait, c'est toute une stratégie qui commence à développer à partir de ce moment-là. Maintenant, Laurent, on a l'impression que la stratégie, en tout cas en France, on sait que les parents font aussi beaucoup de sacrifices. Effectivement, Irina Capron faisait une comparaison avec le système français il y a quelques instants, mais c'est vrai qu'on pense plus au collège ou au lycée, mais là, on parle de la crèche. C'est vraiment ancré, effectivement, dans le système chinois. Oui, pour renforcer ce qu'a dit Seu, en fait, il y a eu par exemple un fait divers assez intéressant en 2018 où un élève qui voulait s'inscrire du coup en maternelle a déposé un CV d'environ 5 pages. Donc en maternelle, l'enfant il a 5-6 ans et les parents avaient préparé un CV avec en fait tous les voyages, toutes les lectures que l'enfant avait réalisées, des lectures en anglais, des lectures en chinois et tous les voyages. Donc la compétition pour accéder aux bonnes ressources scolaires, aux meilleures écoles, elle se fait vraiment dès le plus jeune âge. Donc dès la crèche, il faut accumuler des compétences, il faut être bon, il faut faire du dessin, il faut faire du sport, il faut connaître les bonnes manières, il faut être poli il y a des entretiens en fait pour rentrer en crèche dans les meilleures crèches privées. Donc en particulier dans les villes, et je pense que c'est important de souligner que cette compétition scolaire, elle est extrêmement forte dans les villes et la Chine est très grande et c'est pas du tout le cas dans les zones rurales. C'est beaucoup plus compliqué dans les zones rurales d'accéder à des bonnes ressources scolaires. Et alors, CU, du coup, cette compétition de la naissance, cet enseignement qualifiant, si je puis dire, cette pression permanente dès le berceau, elle se gère comment? Vous voulez dire par les familles? Par les familles, essentiellement, parce que j'imagine que Oui. le petit au berceau, Oui, je pas pense encore, que... mais Oui, je pense c'est une que... pression énorme pour eux sur le plan financier, sur le plan... J'ai l'impression que tous les sacrifices, c'est pour les enfants ou pour l'enfant. C'est vrai que pendant très longtemps, ça a été un enfant. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que justement, il y a peut-être 2 points à ajouter pour rendre tout ce contexte un peu plus clair. Le premier point, c'est que ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est-à-dire cette compétition farouche, ça ne commence pas depuis très très longtemps. C'est en fait plutôt au fur et à mesure, à partir des années 90, D'accord. avec l'introduction du mécanisme de marché dans le champ de l'éducation en Chine. Et donc, par exemple, pendant mon enfance, Oui. on n'a pas connu ce genre de compétition. Ce n'était pas si stressant encore. Vous avez été préservé, si je puis dire. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et puis, de l'autre côté, je pense que Manon a très bien souligné qu'il s'agit d'un phénomène urbain, donc, et surtout dans les grandes villes. Et donc, à la campagne, c'est-à-dire la majorité de la population, ils ne participent pas ou d'une autre manière à cette compétition. Mais certains, justement, migrent et quittent les campagnes pour venir, pour tenter l'aventure en ville et pourquoi pas, justement, changer de statut social. Oui, en fait, il y a on peut dire, il y a 2 dynamiques. Le premier, c'est bien sûr les parents qui cherchent à entrer dans les villes, mais en Chine, il y a toujours le système de hukou, c'est-à-dire le livret de famille, ou on appelle de différentes manières, c'est-à-dire en fait, chaque famille a un petit livret qui décide, ils ont le statut urbain ou le statut rural. Et pour ceux qui sont vraiment à la campagne, ils ne peuvent pas migrer dans les villes selon leur volonté. Il faut trouver un travail stable, c'est-à-dire avoir un job CDI ou style pour pouvoir installer et acheter un logement. Et donc tout ça suppose un capital économique assez important pour ces parents-là. Et de l'autre côté, au niveau national, le gouvernement cherche à construire plutôt des écoles dans les comtés. On l'appelle des comtés ou des districts, c'est-à-dire c'est plutôt au niveau de la préfecture. D'accord. Et donc, les enfants qui sont vraiment à la campagne, à partir de l'enseignement secondaire, la plupart d'entre eux vont partir de leur famille, aller dans la ville la plus proche et entrer dans ce genre d'internat. Donc, c'est aussi un effort de l'État qui cherche à, selon eux, urbaniser la personne, c'est-à-dire on cherche à créer des citadins. Donc, en fait,
de quelque sorte déplace les enfants à la campagne pour les mettre dans les villes, pour qu'ils puissent commencer à apprendre un style de vie urbaine, en même temps cette hiérarchie scolaire construite par les différents niveaux d'école. Manon Laurent, quel est votre sentiment, justement, on parlait de ce système scolaire en Chine, mais quel est votre sentiment sur le rythme parfois effréné? En tout cas, nous, c'est le sentiment qu'on a ici, en tout cas vu de la France, alors qu'on parle très souvent ici aussi, on a les mêmes débats sur le rythme scolaire, mais comparé à nos amis chinois, ça n'a rien à voir, parce qu'en plus, vous l'avez évoqué, il y a aussi l'extrascolaire qui occupe une place prépondérante. Pour faire le lien justement avec ce que disait aussi CEU, en fait, l'un des éléments aussi qui a augmenté la compétition scolaire, c'est le développement d'un marché éducatif. Et le marché éducatif, dans les années 90, le gouvernement chinois cherche à améliorer la qualité des écoles. Donc en développant la qualité des écoles, en fait, il met en compétition des écoles qui sont d'abord publiques, qui progressivement deviennent aussi, il y a des écoles privées qui s'ouvrent, etc., etc. Et ce marché éducatif, il y a des écoles, donc les écoles publiques, les écoles privées, des écoles qui sont un peu semi-publiques, semi-privées, et puis se développe à partir du coup de la fin des années 90 de plus en plus de cours extrascolaires. Et c'est beaucoup ces cours extrascolaires qui rendent le rythme au quotidien des élèves complètement effréné. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des cours toute la journée, du matin à la fin de l'après-midi, et ensuite ils vont avoir des cours du soir, souvent au moins une session chaque soir de la semaine, et parfois des sessions le week-end, etc. Donc en 2018, par exemple, moi je discutais beaucoup avec des parents chinois qui avaient leurs enfants qui allaient à l'école, le week-end, il y avait un cours de danse, un cours de piscine, il fallait refaire un cours de maths, refaire un cours de chinois, refaire un cours d'anglais, et alors que quand je dis refaire, c'est des cours qui sont à l'école, et ils ont des cours en plus le soir et le week-end. Donc il y avait quasiment aucune après-midi, et la maman m'expliquait qu'elle avait peur en permanence que ses filles, elles perdent du temps, c'est-à-dire perdre une minute de leur temps qui serait perdu à ne rien faire, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas être en cours. Ce rythme effréné, on optimiser son temps, on apprend à utiliser la moindre minute de son temps. C'est ça, voilà. On le fait à 18 ans. Minute. Incroyable. C'est ça. C'est-à-dire les deux petites filles devaient, chaque minute devait être utilisée pour un apprentissage, pour une amélioration de compétences, pour grandir, etc. Donc c'est vraiment. C'est-à-dire qu'en Chine, on ne s'apprend pas à s'ennuyer en Chine. Il ne faut pas s'ennuyer. Et toute la théorie de dire s'ennuyer, ça permet la créativité, oui, qui existe un petit peu en Occident, elle est complètement remise en cause en fait en Chine. Il y a une peur du temps mort qui serait un temps perdu, quoi. Mais du coup, je voudrais terminer parce que je pense que ça vous intéresse. C'est la question de cet été. En fait, le gouvernement chinois vient de faire une régulation importante sur le marché éducatif privé, puisqu'ils viennent d'interdire les cours tous les week-ends et pendant les vacances, ce qui est un changement par rapport à ce que je viens de décrire, qui était la réalité. C'est pour ça que je vous avais coupé, Manon Laurent, c'est parce qu'on va en parler dans un instant. C'est pour ça. J'avais fait exprès et je m'en excuse. Séuli, sur ce qui vient d'être dit, effectivement, avec pas de temps mort en Chine, effectivement, Irina Capron disait que même pendant les pauses ne sont pas des vraies pauses, elles sont toujours mises à profit pour apprendre quelque chose, pour faire un petit peu de, je sais pas moi, d'assouplissement ou un petit peu d'exercice de sport. Mais il n'y a pas la place pour l'ennui là-bas, effectivement, en Chine. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on ne cultive pas le côté créativité, il faut laisser le cerveau un peu s'ennuyer, si je puis dire. Non ? Si je réponds avec un mot, si. Ah. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, on s'est ennuyé à l'école. En fait, je fais ma thèse sur justement la préparation du concours national pour entrer dans l'université, le Gaokao. Et il y a un de mes enquêtés, il est un professeur dans une très bonne école. Il m'a dit que c'est une expérience exceptionnelle pour ses élèves. Et pourquoi c'est exceptionnel ? Parce qu'on fait ensemble une chose tellement ennuyeuse avec une grande population, on fait une chose tellement ennuyeuse. C'est une expérience exceptionnelle. Donc, en fait, on crée de l'ennui à l'intérieur du système scolaire et on le présente de quelque sorte comme une épreuve. Si on est quelqu'un qui arrive à résister à une tâche tellement ennuyeuse et on arrive à le faire collectivement,
de quelque sorte, ça veut dire qu'on est un membre. Donc, même là, on le fait collectivement. Oui. On ne s'ennuie pas tout seul. Oui, non. Surtout pas. Ouais, ça c'est tout à fait vrai. Oui. D'accord. Et l'autre chose que je trouve c'est intéressant, c'est que là, on est en train de présenter ce système comme un système chinois. Genre, les Chinois, ils ont l'habitude de faire ça. Et les Asiatiques, ils ont un ethos de travail. Et donc, c'est quelque chose de quelque sorte exotique, particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que Manon vient de présenter, c'est plutôt une appropriation du système américain par le système chinois. Donc, c'est le résultat de croisement de deux systèmes. Parce qu'en Chine, comme les ressources éducatives étaient vraiment très limitées après la Seconde Guerre mondiale, et donc l'idée, c'est de créer des concours pour pouvoir sélectionner les quelques personnes auxquelles on va consacrer les ressources. Et après, face à la compétition des universités américaines, la Chine a compris qu'on a besoin de créer un nouveau capital humain avec la créativité, tout ça, comme vous venez de parler. Et donc, on doit développer la personnalité de la jeune génération. Donc, on va sélectionner non seulement sur les critères purement scolaires, on va aussi sélectionner sur les spécialités. Et on dit que les meilleurs élèves, on les trouve du côté de Shanghai, Irina. Exactement, la ville de Shanghai occupe le premier rang du classement PISA. Alors, c'est un programme international qui compare les résultats des écoliers du monde entier. Le PISA évalue les compétences de 600 000 élèves de 15 ans sur 3 domaines, la compréhension de l'écrit, la culture mathématique et la culture scientifique. Alors, Shanghai prône la discipline et l'autodiscipline, le patriotisme avant le bonheur personnel. La France, elle, est classée 23e sur 79, donc c'est une enquête tous les 3 ans. Donc il faudra attendre décembre 2022 pour connaître les nouveaux résultats de ce classement. Manon Laurent, la formation des professeurs, notamment à Shanghai, c'est la clé de leur réussite. Vous pouvez répéter la question ? C'est la clé de la réussite, justement, la formation des professeurs. La formation des professeurs ? Oui. La clé de la réussite. Alors en Chine, il y a beaucoup de programmes d'échange de professeurs et en particulier de mise en valeur des bonnes pratiques. Donc souvent, l'objectif un petit peu quand je dis échange de professeurs, c'est-à-dire faire déplacer un professeur d'une très bonne école vers une école moins bonne pour qu'il y ait des transferts de compétences chez les professeurs entre les bonnes écoles et les moins bonnes écoles. Donc il y a un système encore assez, une tentative un peu d'un système assez centralisé de distribution des ressources de professeurs, enfin des professeurs. Et du coup, mais il y a toujours un peu je rejoins ce que disait SEU sur l'ennui, en fait. Il y a quand même des méthodes d'enseignement qui sont très basées sur l'apprentissage par cœur et la répétition d'exercices. Donc, on voit les élèves faire des exercices de mathématiques, par exemple. Il y a un chronomètre et il faut résoudre un certain nombre de calculs mentaux très rapidement sur une feuille avec un chronomètre. Donc, c'est beaucoup d'exercices assez répétitifs où en fait le professeur va laisser en fait les élèves faire leurs exercices. Il y a peu de méthodes un peu d'interaction entre les élèves, de les pousser à créer des projets, à être créatifs, etc. Alors, ça commence à se développer et en particulier, ça se développe à travers ce qu'on appelle l'éducation de qualité avec en fait des activités et des projets. Mais c'est, d'une certaine manière, c'est organisé par les écoles, mais à l'extérieur des cours traditionnels où les mathématiques, on apprend beaucoup le calcul mental, etc. CU, comme le disait Manon Laurent, il y a ce système d'entraide justement, notamment à Shanghai, entre les différents établissements avec des professeurs qui vont dans un lycée qui est peut-être un peu moins coté. Il y a ce transfert de compétences là-bas qu'on connaît peut-être un peu moins ici. En fait, comme tout à l'heure, on a beaucoup parlé du marché de l'éducation en Chine et en fait, c'est aussi un phénomène qui est beaucoup lié à ça parce qu'actuellement en Chine, ce qu'on appelle les super-écoles, c'est-à-dire les écoles qui étaient des écoles pilotes qui sont financées par l'État. Ils ont concentré beaucoup de ressources et maintenant, ils sont en train de former des groupes qui ressemblent aux groupes internationaux des grandes entreprises. Et du coup, ils sont en train d'adhérer les autres écoles aux alentours ou même dans les autres villes qui deviennent des écoles affiliées de ce groupe. Et donc, en même temps, ils essayaient de distribuer un peu leurs professeurs qui étaient à l'école mère dans ces écoles affiliées. Et ça résout en fait, de quelque sorte, un problème
vraiment très traditionnel, classique des entreprises, c'est-à-dire il y a certaines personnes à recruter, mais au bout de certains moments, on n'a pas besoin de ces personnes. Comment on va les arranger? Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut les distribuer dans les écoles affiliées, comme ça, c'est conforme avec la politique en place, c'est-à-dire une égalisation des ressources éducatives. En fait, par les ressources éducatives, on entend bien sûr les infrastructures, mais principalement des enseignants. Et donc, ça permet de distribuer un peu les bons enseignants des bonnes écoles dans les autres écoles, tout en créant un groupe qui permet d'absorber plus de bons élèves en même temps. Irina. Alors oui, on en a parlé, la ville de Shanghai prône plus le patriotisme avant le bonheur personnel. Est-ce que les enfants ont de la place un petit peu pour l'épanouissement, pour... Alors, ils n'ont pas de place pour l'ennui, mais est-ce qu'ils s'amusent un petit peu en pratiquant les activités extrascolaires Ah oui, absolument, absolument. Je pense que c'est pas forcément une éducation explicite qu'on entend quand on parle d'apprendre aux enfants le patriotisme. C'est plutôt dans le contenu du cours. Et ça, je pense pas qu'il y a une grande différence selon les pays. C'est-à-dire dans les cours de la langue, par exemple en France, le français ou en Chine, le chinois, on va apprendre les auteurs les plus importants du pays qui transmettent en même temps une culture ou l'amour de son pays ou de sa culture, etc. Mais ce qui est différent actuellement, c'est qu'avec le président actuel, la culture traditionnelle qui est maintenant vue avec beaucoup plus d'importance qu'avant. Parce qu'avant, on croyait toujours que la culture traditionnelle, ça appartient au féodalisme avant la Révolution, etc. Et maintenant, c'est le communisme. Du coup, on mettait beaucoup plus en avance les auteurs après la Révolution. Mais maintenant, on est en train de changer un peu l'équilibre entre la culture contemporaine et la culture traditionnelle en introduisant peut-être un peu plus de textes optionnels à lire pour les jeunes qui seront en chinois ancien. Et les questions plus difficiles dans les examens seront sur les textes anciens, etc. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une activité plus, comme on peut imaginer, les gymnases nationaux, tout ça. Et c'est à peu près la même chose qui se passe dans tous les pays. L'info en plus avec Irina. Irina, la Chine, on en a parlé effectivement un petit peu pendant l'émission, a voté une loi pour limiter les devoirs et les cours extrascolaires. Une loi qui pourrait réduire la lourde pression qui pèse sur les jeunes élèves. Alors cette loi est appelée Promotion de l'éducation familiale. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Les parents doivent répartir de façon raisonnable pour les mineurs le temps consacré aux études, au divertissement et à l'activité physique afin de ne pas alourdir leurs charges en matière d'apprentissage et d'éviter toute dépendance à Internet. Le ministère a réduit les devoirs à la maison et interdit les cours particuliers à l'école pour les matières principales pendant le week-end et les vacances. Quel est le rôle des parents ? Les parents deviennent des gardiens responsables. Ils doivent enseigner à leurs enfants l'amour du parti, de la nation, du peuple et du socialisme. Que risque-t-il ? Alors, en cas de très mauvais comportement d'un enfant, comme l'absentéisme, les jeux d'argent, la prise de drogue ou le visionnage de contenu pornographique, les parents seront réprimandés. Ils peuvent suivre des stages de rééducation, avoir une amende de 135 € ou encore aller 5 jours en prison maximum. Effectivement, c'est encore la pression maximum sur les parents. Est-ce que ça peut changer la donne, notamment vis-à-vis du rythme scolaire des enfants, d'après vous ? Je pense que c'est un peu comme toutes les lois, c'est-à-dire d'un côté, il y a le document, de l'autre côté, il y aura des mesures. Et donc, je pense qu'il faut voir quelles seront les mesures. Et pour l'instant, la seule mesure qui est vraiment mise en place, c'est plutôt un nouveau diplôme qui permet de, cette fois-ci, non pour donner des cours aux enfants, mais plutôt d'aider les parents à préparer l'enfant pour leur future vie. Et donc, je pense que c'est en fait plutôt une politique qui sort en même temps avec la loi qui interdit les institutions privées de donner des cours aux élèves avant 18 ans, pour les enfants qui sont scolarisés au niveau primaire et secondaire. Et donc, ces enfants-là, ils ont quand même besoin d'aide à l'extérieur de l'école. Comment faire ? Donc maintenant, on va créer un nouveau métier avec ce diplôme pour que les anciens professeurs qui préparaient les enfants dans les institutions privées puissent reprendre une autre identité et tout en faisant le même job. Manon, Laurent, est-ce que cette loi, elle va dans le bon sens ?
Est-ce que cette loi, elle va dans le bon sens? Cette loi, je ne sais pas trop c'est quoi le bon sens, mais ce qui est sûr, c'est que cette loi, elle Dans donne le encore sens plus de d'alléger, en tout responsabilités cas, aux parents. le rythme scolaire des enfants. Pour diminuer le rythme scolaire des enfants, probablement qu'elle va dans le bon sens. Il y a elle fait en fait bien plus que simplement diminuer la pression purement scolaire. Après, beaucoup de parents maintenant disent qu'ils vont investir en fait dans des cours individuels avec des tuteurs à la maison. Et ça va être beaucoup plus difficile pour le gouvernement de le réguler en fait, de contrôler en fait ce qui se passe directement dans les foyers, et s'il y a des cours particuliers, c'est plus facile de contrôler quand les entreprises s'y mettent. Par contre, il y a eu des conséquences aussi puisqu'il y a trois cas qui sont passés devant les tribunaux au nom de cette loi, et un père qui a été ordonné par un juge de contacter suite à un divorce, donc de contacter ses enfants au moins une fois par semaine, et de contacter aussi les professeurs de ses enfants une fois par semaine. Donc c'est assez. Il y a aussi il y a des stages de comment éduquer ses enfants en fait, de cours pour éduquer ses enfants. Donc en fait, il y a une intrusion encore plus importante de l'État dans les relations familiales. Ça, c'est sûr que ça va être assez important. Et sur l'éducation, ça diminue en tout cas le rôle des entreprises privées, des grosses entreprises privées. Est-ce que ça va diminuer réellement le poids et les compétitions? Il y a beaucoup de parents qui disent en réalité, tant qu'il y aura les concours, et en particulier le Gaokao dont on a parlé précédemment, en fait, il y aura toujours autant de pression scolaire. Donc, on a l'impression qu'on traite une partie des symptômes sans nécessairement traiter en tout cas, ce qui est identifié par les parents comme le problème principal. Tant qu'il y aura le Gaokao, je ne sais pas si je le prononce bien, effectivement, les changements seront marginaux, ce sera seulement la marche, vous pensez? C'est non seulement moi qui pense comme ça, mais aussi les enseignants dans le système scolaire chinois et ainsi que les parents. Mais une autre chose toujours à mettre en avant, c'est qu'il s'agit de moins de la moitié de la population chinoise dont on est en train de parler. Et c'est pour ça que les chercheurs et les chercheuses chinois, par exemple la chercheuse Li Chunling qui se focalise sur cette question-là, elle parle plutôt de l'angoisse des classes moyennes. Donc, ce sont une classe moyenne ou plusieurs classes moyennes citadines, tandis que l'autre moitié de la population, ils n'entrent même pas au lycée dans un parcours général. Et donc, ils ne sont pas tout à fait dans le même schéma qu'on présente actuellement. Et c'est pour ça que je pense que c'est toujours intéressant de nuancer un peu le PISA. Si le Shanghai a un bon résultat, c'est la ville de Shanghai. C'est-à-dire si on compare par exemple le Shanghai avec Paris ou avec New York ou avec Londres. Donc voilà, c'est pas exactement la même idée que les enfants chinois sont tous stressés, les parents sont beaucoup sacrifiés, investis dans l'éducation. En fait, il s'agit relativement un petit groupe de la population en Chine qui sont tellement acharnés à investir dans l'éducation de l'enfant. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment passionnant. Seiyou, je rappelle que vous êtes doctorante à l'Université de Lille et à ENS Paris, chargée de cours à Sorbonne Université et ancienne élève à Pékin en Chine. Et puis Manon Laurent, vous êtes doctorante à l'Université de Paris et l'Université Concordia du côté de Montréal. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Irina. Merci. À très vite, effectivement, sur School TV pour un nouveau numéro du MAG. Je rappelle que l'ensemble des émissions, vous pouvez bien évidemment les retrouver sur schooltv.com. À vite.